Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Talk des Twitter Talk Show. Donc nous sommes très ravis de vous accueillir une fois de plus en cette belle soirée au lendemain d'une belle victoire contre les Bordelais. Donc pour présenter ce talk avec moi, je suis avec mes camarades habituels, c'est-à-dire Zempe, FX, René et Gunther. Salut les gars. Salut. Bonsoir. Et Bonsoir nous à tous. sommes avec notre invité, donc Bastien Cordeau, qui est donc intervenant pour France Bleu Provence, ainsi que au Phocéen. Salut Bastien. Salut les amis, bonsoir à tout le monde. Donc je vais vous dire un petit peu le sommaire de ce soir. Donc on fait OM Bordeaux le débrief. On va reparler un petit peu du match d'hier soir. Un petit focus sur 3-4 joueurs. On va parler donc du sujet brûlant là qui se passe en ce moment, à savoir le tifo, Netflix, pas Netflix. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, sachant qu'on a 2-3 petites infos qu'on a été grattées par-ci par-là. Les interdictions, et on va se poser des questions. Est-ce que ça va créer de futures tensions autour de l'OM? Ensuite, on reviendra sur la future journée européenne, à savoir Braga-OM, le retour, donc au Portugal directement. Et les questions des auditeurs. Donc c'est parti tout de suite. On switch sur la partie 1, à savoir OM Bordeaux le débrief. Donc tu connais la règle, Bastien, c'est toi l'invité, donc je commence par toi. Comment tu sentais ce match avant même de regarder le résultat, mais comment tu as appréhendé ce match? Bon, ben, je le sentais, on va dire, plutôt bien, dans le sens où il y avait une certaine bonne vibes, comme on dit, qui à l'approche du coup d'envoi, avec le match nul de Lyon, avec l'affluence quand même qui était assez sympa hier soir. Et j'avais dit, je vais me caresser dans le sens du poil, après promis, j'arrête les amis. J'avais dit le matin du match à des camarades de travail, si on a Thauvin ce soir, on gagne. Alors, j'ai lâché ça comme j'aurais pu lâcher autre chose, mais c'est symptomatique quand même de la confiance que dégage cette équipe avec des garçons comme Gustavo, comme Thauvin. On se rend compte quand même qu'avec lui, on est très confiant sur le fait qu'on va marquer un but quand même, parce qu'il est impliqué à chaque fois dans toutes les offensives olympiennes et il est même buteur à de nombreuses reprises. Donc j'étais plutôt confiant et lorsque j'ai vu la compo et que Thauvin était titulaire, je me suis dit ça devrait passer. La physio du match me donne pas du tout raison, hein, parce que les Bordelais ont fermé le jeu et on n'a pas eu énormément d'occasions. On va y revenir, t'inquiète pas sur ça. Juste pour dans l'ensemble, toi, FX, les gens ont peut-être vu cette vidéo, tu fais ce pronostic avec René Malville. Tu as donc dit ce que tu ressentais avant le match, c'est-à-dire un match fermé, plus 1-0. Donc je vais te passer, hein, je suis désolé, vu que les gens savent ce que tu penses. Zempe, toi, tu le sentais comment ce match? J'étais plutôt du même avis qu'FX. Moi, j'avais pronostiqué un 2-0, mais je m'attendais quand même à un match dans la douleur parce que Bordeaux était plutôt sur une bonne série et que je pensais qu'on allait prendre ce match un peu tranquillement, sachant qu'on a du plus lourd qui arrive. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'on essaye de régaler, etc. Donc, je m'attendais à un match compliqué, mais une victoire quand même. Ouais, et René, pour finir, tu sentais quoi avant ce match? Est-ce qu'on a perdu René, du coup? On a dû perdre René, je pense. Oui, je suis là. Ah, bah vas-y alors. Voilà, donc désolé, j'étais en mute. Non, je m'attendais aussi à un match relativement serré. Je m'attendais à une équipe de Bordeaux plutôt sur la défensive, plutôt très groupée défensivement, qui allait nous poser des problèmes défensivement. Je m'attendais pas du tout à un score fleuve. Voilà, donc je m'attendais à un match comme l'a dit FX dans la vidéo avec René Malvin, un match plutôt fermé. Ouais, bon bah je pense que dans l'ensemble vous aviez tous, sauf du coup Bastien, cette appréhension avant le match. On va rentrer un petit peu plus dans le détail pour le coup. Donc je vous ai mis à l'écran les deux compositions habituelles. L'OM évoluant, on va dire, dans son équipe type là depuis quelques temps. Qu'est-ce que vous avez pensé? On va faire cette espèce de constat entre la première et la deuxième mi-temps parce qu'il y a eu un changement très flagrant entre les deux. Bastien, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette première mi-temps? Écoute, première mi-temps, un schéma plutôt d'attaque-défense. Ils nous ont laissé le ballon, ils nous ont laissé venir en se disant qu'en bloquant sur tous les couloirs et les relations privilégiées comme Sanson, Thauvin, Germain, là, ces derniers temps, ils allaient nous empêcher de marquer. Et ils ont partiellement réussi leur coup, puisqu'on ouvre le score sur corner, il ne faut pas l'oublier.
Ouais. Mais à côté de ça, ils n'ont pas vu la surface de réparation, quoi. C'était rendez-vous en terre inconnue pour la surface de réparation marseillaise. Est-ce qu'on peut dire que Donc, Sakai a complètement ils ont avalé mis. de Préville? On peut le dire ou pas? Ah oui, oui, là, il est en train de le digérer, là, d'ailleurs, là, j'ai les infos. Là. Ah, Non, d'accord. non, mais après, c'est une façon de jouer. Il n'y a pas une seule manière de jouer au football, il y en a des milliers. Et celle-ci, bon, c'est évidemment pas ce que nous, supporters de l'OM, on apprécie en général, bien on ait eu quelques entraîneurs à vocation très défensive ces dernières années. Mais bon, voilà, on a eu le ballon, on a été moins dangereux que ces derniers temps, mais on manquait de jus aussi, hein. On va pas se mentir, hein, l'accumulation des matchs commence à se faire sentir. On a quand même livré une très belle prestation face à Braga, mais il a fallu quand même aller chercher cette belle victoire, hein. Elle ne nous est pas tombée dessus comme ça, surtout qu'on menait 15-0 à la pause et que les consignes de C'est ça. Garcia étaient claires en deuxième mi-temps, il fallait enfoncer le clou pour se mettre à l'abri avant le match retour, ce qu'on a réussi à faire également, mais ça nous a coûté de l'énergie, et cette énergie, on l'avait pas hier en début de match. On sait que souvent, lorsqu'on enchaîne les matchs, vous regarderez bien, messieurs, c'est les débuts de match qui sont compliqués. Tout le monde croit que c'est en fin de match qu'on accuse le coup, mais souvent on a du mal à rentrer dans le match. Ce Et qui est ces derniers logique, on temps, va ça dire, s'est sur le plan inversé. physique. Exactement. Mais là, hier, on a eu du mal à mettre une grosse pression d'entrée. Mais comme ils nous ont laissé le ballon, eh ben, on a eu les occasions pour marquer, on l'a fait. Après, la deuxième mi-temps, c'est pas vraiment l'OM qui a baissé de pied en seconde mi-temps, c'est Bordeaux qui a changé de système et qui a changé d'intention de jeu. Et nous, consciemment ou inconsciemment, on a joué différemment qu'en première mi-temps. Mais je ne trouve pas que l'OM est complètement passé à côté de sa seconde période. Ils ont joué différemment parce que, encore une fois, l'adversaire a proposé autre chose et que nous, même inconsciemment, lorsque tu es joueur de foot, tu es sur le terrain, tu t'économises un peu plus, tu mènes à 0, tu laisses un peu venir, tu te dis qu'il va y avoir des espaces qu'on n'a pas eu en première mi-temps. Donc voilà comment s'est déroulé le match. Au final, ça tourne bien pour nous, donc il faut se réjouir de tout ça. Et j'ai vu un tweet de Zempe hier, j'étais tout à fait d'accord avec ça. C'est une victoire qui veut dire beaucoup. Parce que gagner quand tu es en pleine confiance et qu'il y a tout qui te réussit, tu tires en fermant les yeux, ça fait lucarne et tout, c'est bien. Mais gagner lorsqu'il y a des événements un peu contraires comme hier, avec un adversaire qui ferme le jeu, avec une pelouse qui n'était pas extraordinaire, c'est encore mieux parce que ça prouve que tu peux gagner de différentes façons. Et ça, en début de saison, personnellement, je ne pensais pas qu'on en était capable. Donc faire ce constat-là aujourd'hui avec vous, les gars, le 19 février, c'est un plaisir. Ouais, je vais poser une question un petit peu différente à Zempe, parce que tu as été assez complet sur le sujet. Zempe, toi qui regarde un petit peu, on va dire, la manière dont joue 170, est-ce que tu as réussi à trouver réellement son rôle, ou tu penses que c'est pas encore ce à quoi tu t'attends au final? Ben, pour moi, classique. Ça n'a pas changé grand-chose à mon avis. Je ne vais pas me répéter à chaque fois sur le cas Sanson dans son rôle, dans ce que je vois de lui. Mais encore une fois, je trouve que ça lui va pas. Trop d'activité, le placement, c'est pas trop ça. La vision du jeu, c'est pas assez. Donc, je pense que si l'OM en a autant bavé, c'est aussi pour ça, parce que Sanson, c'est insuffisant. Parce que Payet et Thauvin étaient un peu moins bien dans ce match-là aussi. Bastien en a parlé, la fatigue, mais je pense que ça a joué. Je suis un peu moins tendre que lui sur la prestation olympienne parce que je pense quand même qu'il a manqué quand même des ingrédients, mais vraiment à glorifier cette attitude de l'équipe, cette mentalité de réussir à aller chercher 3 points de match comme ça, c'est vrai que c'est très très bien. Mais voilà, je pense quand même qu'on aurait pu faire mieux face à un Bordeaux qui en première mi-temps nous regarde vraiment jouer et qui ensuite essaye de mettre le paquet, mais ça restait insuffisant. Donc on aurait pu quand même faire une meilleure prestation d'ensemble, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. FX, j'ai vu beaucoup, comment dire, j'ai vu beaucoup passer le fait que Payet est, enfin notamment sur des chaînes de radio de grande écoute, Payet c'est pas au niveau, etc., etc. Mais c'est quand même décisif là sur les 4 ou 5 derniers matchs, ça a été décisif à chaque fois. Est-ce que toi, le Payet d'hier te dérange réellement? Non, non, moi, je l'ai observé sur la première mi-temps, j'ai plutôt apprécié. Après, je suis obligé un peu de contredire mes camarades sur le manque d'énergie. Il en a manqué offensivement, c'est clair et net. On n'avait pas le même allant que d'habitude. Mais pour ceux qui ont bien observé le match, c'était un match où il fallait vraiment aller au duel. Et dans la récupération du ballon, on a fourni une énergie folle encore hier. Il y a eu un combat, un réel combat. Et si Bordeaux s'est contenté de ne pas attaquer, ils ont tout fait pour qu'on ne puisse pas non plus attaquer. Donc il a fallu aller gratter beaucoup de ballons face à un adversaire qui a vraiment voulu imposer un jeu physique. Et là-dessus, je trouve que c'était un match complètement réussi.
Et ce style de match-là, quand tu as un Payet pour te trouver l'ouverture sur un coup de pied arrêté, je me suis régalé avec ça. Ce 1-0 m'a fait du bien. Ça me rappelle la façon dont on pouvait gagner des bons matchs dans les années 90 dans le football, où quand c'était fermé, il fallait savoir être bon sur les coups de pied arrêtés. Et gagner de cette manière-là, ça fait du bien. C'est autre chose qu'avec un jeu très offensif qui nous permet de gagner 3-0. Non, c'est de gagner aussi de cette manière-là. C'est une énorme satisfaction pour ma part. Vas-y Gunther, tu prends la question, vite fait. Gunther, est-ce que tu es là, Gunther? Je vais la C'est le temps prendre qu'ils moi. disent la question. Ouais. Donc c'était une question dans le chat de Raymond Tada. Pensez-vous que Malcolm est le nouveau Valbuena Fekir Neymar? Donc en gros quelqu'un qui simule beaucoup. Rapidement. Moi, j'ai pas trouvé spécialement. Je trouve qu'il sort un gros match qui provoque beaucoup et que logiquement, il a forcé quelques petites fautes. Je pense un peu à Zambo qui prend un carton parce que 2 fois il le bouscule un peu, donc il a joué le coup, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était scandaleux. Je peux revenir vite fait sur Payet parce que tu as posé Vas-y. la question à FX, mais du coup il a parlé de la physionomie du match et c'était très juste ce qu'il a dit. Vas-y, après sur je Payet, donnerai la parole à René. Vas-y. Moi j'ai un avis de plus en plus clair sur lui là au fil des matchs. Je pense qu'il est indispensable à l'Olympique de Marseille. On Alors, est ça va tous peut-être faire d'accord. bondir certains, mais je pense qu'on est meilleur avec lui. Alors il fait une passe décisive, mais il en fait 2 en fait pendant le match parce qu'il met un ballon extraordinaire à Sanson en deuxième mi-temps, qui pour moi doit se transformer en but. Lequel? Donc lorsqu'il lance en profondeur et que Sanson la joue pied gauche un peu timoré là, et qu'encore un peu ça passe entre les jambes de Costil, je pense que tout le monde voit cette occasion en seconde mi-temps. Et j'ai juste une grosse interrogation. Alors je veux bien que Garcia a ses schémas de turnover. Sanson, il a joué 0 minutes face à Braga. Donc là, il a joué 90 minutes hier. On est d'accord. Sauf que moi, je partage énormément ce que dit Zampé sur beaucoup de sujets, notamment sur Sanson. Et je pense qu'hier, même si dans ton schéma, j'ai été éducateur, j'ai été entraîneur un petit peu dans ma vie, et je vois ce qu'il veut faire, c'est qu'il met en place des temps de jeu, et il doit avoir des tableaux à la commanderie où il équilibre tout. Donc il dit, Sanson, il a joué 0 minutes contre Braga. Voilà, il veut le faire jouer 90 minutes. Mais là, moi, j'aurais trouvé judicieux de le sortir et de laisser Payet que tu bascules en numéro 10. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, Payet, je ne l'ai pas trouvé mauvais du tout hier. Je l'ai trouvé bien en jambes. Et même lui était assez surpris de sa sortie. La deuxième, c'est qu'il a voulu sécuriser le couloir de Malcolm parce que Payet a quand même ce défaut-là qu'il rentre énormément dans l'axe. Donc il a laissé beaucoup d'espace. Et beaucoup de fois, à ma vie, s'est retrouvé un peu seul. Donc je veux bien l'entendre. Mais voilà, pourquoi ne pas sortir Sanson et pourquoi ne pas laisser Payet qui, je vous le rappelle, messieurs, ne finit aucun match. Il sort tout le temps. Tous les matchs qu'il joue, il sort. Donc, soit il nous dit clairement qu'il y a un problème et qu'il ne peut pas jouer 90 minutes, ce que moi, je n'ai pas trouvé hier, parce que je trouvais qu'il avait du jeu encore. Ou soit, c'est dans son idée de turnover, mais là, ça fait partie, même si Garcia a fait des choses très bien, des petits points avec lesquels je suis en désaccord avec Garcia. Tout simplement, Bastien, il l'a dit en conférence de presse, si tu l'as vu cette conférence, il dit à la fin de la saison, les 3 de devant auront le même temps de jeu, les 3 de milieu auront le même temps. Donc au final, tu as très bien cerné le personnage, c'est exactement son idée de jeu, je pense. Mais si je comprends ce qu'il fait, je te laisse la parole, je comprends ce qu'il fait au niveau du temps de jeu, mais après il y a la réalité du terrain, et moi je pense que hier, Payet a mené plus que Sanson. Et je suis d'accord avec toi, vas-y ZMP. Ouais, juste par rapport à Garcia, comme je vois le truc, moi je pense qu'il y a un peu ce que tu dis, le temps de jeu, etc., pour laisser un peu de rythme à Sanson aussi, mais je pense quand même qu'il avait quand même un peu envie de faire les boutiques. Sanson a quand même une plus grosse activité, même en milieu offensif. Tu le vois quand même redescendre, venir gratter des ballons, et je pense que voilà, au Campos, ça a bloqué un couloir. Ce qu'il voulait, c'était tenir le résultat sans trop tuer un joueur comme Payet, par exemple, qui aura besoin pour la suite. Et je pense que c'est surtout de la gestion plus que tactiquement, vraiment. On va passer un petit peu aux statistiques, essayer de les analyser. René, je sais que tu les as pas, mais t'inquiète pas, je vais te... Si, ça va, je les ai. Tu les as, c'est bon? Je les ai. Alors, du coup, je vais te poser la question. On peut penser qu'au final, tu sais, en fin de match, c'est un peu compliqué pour nous, mais quand tu vois la réalité des statistiques, tu te dis quand même, il y a vraiment eu rien en face, quoi. C'est pas rien dans le sens où Bordeaux est faible. On les a étouffés dès le début. Ils n'ont pas touché un ballon pendant les 20 premières minutes quasi. Maintenant, je voudrais rebondir juste sur Payet. Vas-y. La différence à partir du moment où il sort, on en a chié pendant le dernier quart d'heure, 20 minutes. C'est au moment où Payet sort. Donc
effectivement, comme dit Bastien, il est indispensable à l'OM, autant offensivement que pour la conservation du ballon. Quand tu mènes au score en fin de match, à mon sens, c'était flagrant, c'était criant, quoi, de la souffrance qu'on a vécue sur le dernier quart d'heure. C'était douloureux. C'est d'autant plus, je suis d'autant plus d'accord avec ce que tu dis, que au final, j'ai l'impression que sans Payet, qui a vraiment du mal sur les transitions attaque-défense, notamment de passer de la défense à l'attaque. Tous les ballons sont renvoyés, mais on n'est sur plus aucun second ballon. On n'a plus de vrais points d'appui sur qui se fixer. Parce que je sais pas si vous avez vu dans le match. Hier, effectivement, c'était flagrant, c'est incroyable. Et Payet redescend assez bas, même assez souvent, pour servir de point d'appui, pour remonter le ballon. Et là, tu n'avais plus personne qui le faisait. Ouais. Tu sais ce qui nous manquait hier, d'ailleurs, en parlant de ça. J'ai trouvé ça criant parce que c'était peut-être un peu moins le cas avant, mais un défenseur relanceur qui prend l'espace, qui monte, parce que ça joue à la baballe derrière. Rami l'a fait, hein, la belle percée. Moi, je trouve que Rami, de manière générale, je parle, hein, il cherche un peu le jeu long, tout ça, il essaye de ressortir les ballons, mais c'est quand même assez rare. Voilà, il fait ses percées de temps en temps, mais qu'il attaque l'espace, qu'il remonte surtout le bloc. En fin de match, quand tu mènes d'un score si étriqué, c'est. Voilà, on aime bien jouer à la baballe derrière quand on n'est pas trop pressé, et je trouve que c'est ce qu'on a fait. On a manqué un peu d'idées, j'ai l'impression. C'est vrai que Payet, lui, si tu veux, il redescend bien. Donc ça permet encore à ceux en dessous de venir vraiment chercher le ballon au contact des défenseurs. Et là, j'ai trouvé que c'était criant hier que Rolando, Rami, il faisait un peu tourner la balle, il savait pas trop quoi faire. Et ça passe contre Bordeaux qui est plutôt faible cette année, mais tu prends le même scénario dimanche prochain contre Paris, tu mènes 1-0 à la 75e minute et t'as Paris qui commence à presser, tu feras pas sortir Payet, mais tu vis la même fin de match, je suis pas certain que ça finisse en 1-0 pour nous, quoi. Je suis désolé, on va juste prendre les deux dernières questions et avancer parce que là j'essaie de me tenir à un timing. Vas-y Gunther. Il y a Hicham OM Projet qui dit pourquoi Thauvin n'est pas sorti plus tôt, et Akian qui rajoute l'état d'épuisement de Thauvin est vraiment inquiétant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand tous les joueurs sont fatigués pour l'instant, il y a une grosse accumulation de matchs, donc effectivement Thauvin est fatigué, mais je pense qu'ils sont tous en train de tirer la langue, et c'est à ce moment-là que Garcia, on va voir de quoi il est capable au niveau du turnover et du coaching. Et Fix, je te posais la question, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est un petit peu voulu cette communication où Thauvin commence à se plaindre des coups qu'il reçoit, un petit peu à la manière de Aulas j'ai l'impression que toutes les communications sont verrouillées, et là pour le coup Thauvin qui commence à dire ça me paraît un petit peu suspect, moi. Parce que le club grandit enfin, peut-être qu'on comprend qu'il faut aussi se mettre dans le même jeu que les autres, puisque c'est souvent favorable aux autres. Donc voilà, on a eu des sorties sur l'arbitrage, chose extrêmement rare. On commence à avoir des sorties de joueurs, chose aussi qui est nouveau. Donc du coup, oui, c'est peut-être aussi un coup de com'. On rentre peut-être enfin aussi dans la cour des grands ou des clubs confirmés de cette manière-là. Donc c'est intéressant. Juste, allez, je fais un petit point sur le classement. Donc l'OM est 3ème à 1 point de Monaco, mais à 6 points de Lyon. Donc c'est plutôt pas mal. Même si on ne doit pas se le dire, ça fait quand même un petit joker pour le week-end prochain. On croise les doigts pour que Saint-Étienne embête les Lyonnais aussi au match prochain. Et on va passer tout de suite à la deuxième partie. Donc à savoir, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour certains joueurs. Alors je voulais pas commencer par toi. Oui. Petite blague. Vu le niveau de Lyon pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas que Saint-Étienne qui va les déranger jusqu'à la fin de saison. Hein. Oui, bah c'est pas vraiment une blague, c'est la vérité. Donc, voilà. Oui, le goal average, faut pas se le cacher, Lyon c'est pas très bon. Hein. En ce moment non, c'est bon, après on aura tout le temps d'en reparler. Je vais juste un petit peu avancer. Donc Thauvin, je vais quand même vous montrer un petit peu les statistiques qu'il a eu hier soir. 34 passes réussies, c'est 70% de passes réussies, c'est pas énorme. Il a quand même perdu pas mal de ballons. Il a été au duel, il a perdu 3 ballons. Voilà, juste pour finir sur Thauvin, on est tous d'accord, et toi Bastien, je pense que tu pourras pas dire le contraire. C'est un joueur, même s'il te fait un match moyennasse, il le faut sur le terrain, tu l'as dit en début de truc, voilà. En Italie, on appelle ça un joueur fuori classe, c'est-à-dire un joueur qui peut te faire la différence à tout moment. Tu n'en as pas à Naples par exemple, c'est ça? Ah pardon, c'était une vanne entre nous, excuse-moi, vas-y. À Naples, tu sauras savoir faire la différence. Donc, non, dis pas ça, Zempé va être trop content, vas-y, continue. Non, mais c'est bien d'avoir un type comme ça, que tu dis qu'à tout moment il peut te faire une différence, il peut te marquer un but.
Voilà, il est essentiel. Je pense que Garcia a bien compris que c'était le fer de lance de l'attaque olympienne cette année. Et c'est pour ça aussi ses sorties médiatiques, hein, tu l'as très bien cerné. Il veut protéger son meilleur attaquant et c'est logique. À sa place, on ferait la même chose. C'est quand même dingue de se dire, et je pense que on se rend pas réellement compte, mais qui se serait dit il y a 2-3 ans de ça qu'il y aurait des plans anti-Thauvin sur le terrain, parce que hier soir c'est ce qu'il y avait, moi j'ai trouvé en tout cas, et pas mal d'impact sur ce joueur-là, quoi. FX, est-ce que tu as ressenti ce verrouillage? Oui, ils étaient souvent trois à décaler sur son côté justement pour l'embêter. Maintenant, quand tu dis qui aurait dit ça il y a 2-3 ans, pour ceux qui ont connu sa période bastiaise, oui, on se le disait quand même à cette époque-là. Ensuite, malheureusement, à Marseille, il a eu 2 saisons super délicates. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voyait de l'époque, on n'est pas étonné parce que ce genre-là fait partie de ces fameuses pépites. Soit ça passe, soit ça casse. Aujourd'hui, ça passe. Il confirme une excellente saison, celle de la saison dernière. Donc aujourd'hui, c'est pas étonnant. C'est une logique et une évidence même. Ouais, je pense qu'on peut tous faire ce constat-là. Zempe, je vais te lancer sur le prochain pour le coup, parce que Thauvin en a un petit peu parlé en première partie de. Thauvin, juste une petite chose. Vas-y. J'ai trouvé qu'il représentait à la perfection le match de notre secteur offensif, c'est-à-dire qu'il a un peu tiré la langue, un peu moins bien, un peu dans le mal, mais au final décisif. Donc c'est vraiment ça, quoi. Il a su gagner ce match-là en étant un peu moins bien lui justement. Ouais. De toute façon, ça fait. Et des plans anti-Thauvin, tu vas en avoir de plus en plus. Donc c'est vraiment maintenant qu'on va vraiment voir si c'est un grand joueur, parce que ce qui s'est passé hier, on va le voir de plus en plus. Non, c'est Payet, tu vas voir si c'est un grand joueur, parce que c'est à lui que ça va profiter, justement. Oui, parce que plus tu auras de joueurs sur Thauvin... T'as un doute là-dessus, quoi. Non, je te parle, tu vas dire cela sur, on va voir si Thauvin est un grand joueur, mais à la rigueur, s'il se prend 3 joueurs dessus, Payet va pouvoir rayonner davantage. C'est à lui que ça va profiter. Payet va rayonner, mais Payet rayonne déjà. Donc je vais un petit peu poursuivre pendant que vous entregobez Payet. Donc du coup, je vous ai mis à l'écran l'un des artisans pour moi tout simplement de la bonne première mi-temps et du fait qu'on ait bien tenu en deuxième mi-temps, c'est-à-dire Zambo Anguissa, qui a encore touché énormément de ballons, 80 passes réussies, 88% de réussite sur 80 passes, ça veut dire qu'il a touché un peu plus de 100 ballons, ou un petit peu moins. Dans tous les cas, 24 duels, dont 16 gagnés, c'est quand même énorme pour un milieu de terrain. Zempe, est-ce que Zambo confirme cette place-là, ou est-ce que tu voudrais revoir Sanson à sa place? Ah, moi, tu le sais, ma préférence, c'est Sanson à côté de Gustavo, mais c'est bien parce que c'est toujours un profil différent. Contre Paris, je serais très heureux d'avoir Zambo à côté de Gustavo, et je trouve que là, les deux ont bien bloqué et ont bien allégé notre défense. Si notre défense était à peu près sereine, quand même à notre milieu, et si Pelé était serein, il doit aussi à notre milieu. Donc ils ont fait le taf. Zambo, beaucoup de duels gagnés. Perte de balles, je vois une, ça m'étonne un peu parce que j'ai l'impression qu'il a lâché quelques ballons, mais c'est surtout en passe, Zempe, qu'il est. C'est l'impression. Voilà. Mais en tout cas, bon match, et il a récupéré beaucoup de ballons dans les pieds des Bordelais, même s'il en a un peu moins intercepté, mais moi ça m'a plu. Ouais, il a pris quelques coups aussi. Hein. Il a pris quelques coups aussi, mais bon, lui, il est solide, tu peux lui rentrer dedans, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais, et il n'a pas aimé Malcolm. Mais il en a donné aussi. Hein. Il s'est un petit peu, mais Zambo, je trouve, et Bastien, je te lancerai là-dessus, est-ce que tu trouves pas que Zambo, il y a vraiment un progrès immense, parce qu'il sait même, quand son équipe, et tu sais, et se prend une contre-attaque, il sait même faire les fautes intelligentes quand il faut les faire. J'ai l'impression que même dans le jeu, dans l'intelligence de jeu, il progresse vraiment, ce joueur-là. Ben écoute, c'est criant. Moi, je l'avais vu jouer l'année où l'OM monte en CFA. Il est aligné au milieu la plupart du temps avec Max Lopez et Kader Kraichi, pour ceux qui connaissent. Et c'était des trois, c'était le moins bon. C'est-à-dire que Kader Kraichi avait été élu meilleur joueur de la poule. Lopez, c'était vraiment l'espoir. Et lui, c'était un bon joueur avec des qualités physiques en devenir, mais c'était le moins bon des trois. Donc moi, jamais, mais au grand jamais, j'aurais imaginé qu'il atteigne ce niveau-là, même pas la moitié de ce niveau-là. Donc je suis très agréablement surpris. Je trouve qu'il progresse énormément. Et puis après, il y a quand même 2 mots essentiels à sa progression cette saison. C'est Luis et Gustavo. Je veux dire, à chaque fois qu'il est aligné à côté de lui, alors il n'a pas trop le choix parce qu'il se fait donner des ordres à la moitié du match, mais bon, au moins il reste bien engueulé. Gustavo. Mais c'est bien d'avoir ce genre de... J'ai l'impression, ce genre d'entente, entre guillemets, parce que
tu as un joueur pas soumis, mais qui se met au service de l'autre réellement, tu vois. C'est mieux que deux joueurs qui ont chacun leur mais ego. c'est pas que ça en plus. Bah, je dis ça, mais je vais pas le réduire à ça parce que comme tu dis, il a énormément progressé dans l'utilisation du ballon. C'est plus le même joueur. Dans l'impact physique, même s'il avait des qualités physiques, il est quand même très solide au duel. Donc je vais pas le réduire à ça, mais il faut quand même pas occulter le fait que moi je me rappelle du match à Strasbourg où Gustavo est suspendu, il est aligné à côté de Sanson. On aurait dit les deux, on aurait dit des milieux nuls quoi, de Ligue 1. Hein. Et le match d'après, Zambo il a joué avec Gustavo. Et j'avais fait un petit tweet d'ailleurs où j'avais mis Zambo avec Gustavo, c'était Caboret. Zambo sans Gustavo, c'était Caboret. Zambo avec Gustavo, c'était Michael Essien. Alors, donc, je te rappelle que Caboret est quand même allé loin en Champions League. Non, je rigole. Oui, non, mais bon. C'est pour te dire que vraiment, il passe d'un joueur besogneux à un joueur qui fait plus que ça, quoi. Hier, il a fait plus qu'être besogneux. Hein. Il a été important, alors qu'on l'attendait pas forcément titulaire. Hein. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Bah, justement, tu dis qu'il est, les raisons de sa progression, c'est Luis et Gustavo, donc on y passe tout de suite. FX, je te lance dessus. Encore un match très solide hier. Je pense que si tu retires le but de Thauvin, l'homme providentiel de ce match-là. Partout, on le voit sur la cam, il était sur l'ensemble du milieu de terrain. Il a avalé tous les espaces, c'était sur tous les seconds ballons. Quasiment aucune faute à la passe. Est-ce que tu penses qu'il peut lever le pied? Est-ce que tu sens qu'il lève le pied, qu'il en a encore plein gaz et qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison? En fait, ça commence à devenir lassant parce que tu peux en dire pratiquement que du bien 95% du temps. Par rapport à la physionomie du match dont j'ai parlé tout à l'heure, en fin de compte, c'est sa victoire un petit peu à lui. Parce que si l'OM a été aussi fort dans les duels, dans l'impact, dans le combat, la victoire au mental, hier, ça a été la victoire de Luis Gustavo parce que c'est clairement sa patte qui est ressortie. C'est le style de match et de victoire qu'on a eu hier, c'est le style Luis Gustavo, c'est-à-dire on a l'envie, on a la rage, on est sérieux, on est propre et on se bat. Et voilà, lever le pied, je ne sais pas s'il sait le faire, mais hier, ces 20 dernières minutes ont été super impressionnantes parce qu'il fait 2-3 retours sur des tentatives bordelaises. Il coupe le souffle, le mec. Donc voilà, en fait, je ne vais pas être original, mais il n'y a rien à dire sur Luis Gustavo, à part encore une fois la grande classe. Je vais juste te poser une deuxième question. Peut-être que tu le savais ou que tu ne savais pas, mais hier, il y avait un représentant du staff de l'équipe du Brésil présent au match pour voir justement Gustavo et Malcolm. Est-ce que tu trouves, est-ce que tu penses qu'il a pu faire bonne impression et qu'il a vraiment ses chances en équipe nationale? T'es sérieux quand tu me poses cette question? Je te la pose parce qu'elle a le mérite d'être posée. C'était pas content. Déjà, je vais répondre non. Hier, tu vois, il n'a pas dû plaire du tout aux représentants de la sélection, tu vois. C'est une évidence. Après, non, mais moi je te pose la question parce que tu as quand même l'opposition en Ligue 1 qui peut être certes parfois interprétée comme faible, mais tu as d'autres. Il y a du monde à son poste, Et voilà, c'est ça, il y a du monde à son poste. Il y a Casemiro, il y a Fernandinho, il y a Paulinho. Et j'en oublie encore un ou deux. Il y a du monde à son poste. Il y a Alan. Et c'est pour ça que je vous dis ça. Alan, il va peut-être choisir la sélection italienne, donc c'est pas encore sûr qu'il joue avec le Brésil, mais tu as du monde. Et même s'il fait une très grande saison, il n'a pas de chance parce que Fernandinho, il est exceptionnel avec Manchester City. Casemiro, apparemment, c'est un peu le chouchou du sélectionneur dans les dernières compositions, c'est lui qui est aligné. Paulinho, il fait pas une saison dégueulasse non plus au Barça. Donc même s'il est irréprochable, hein, moi je trouve qu'il mériterait largement d'y aller, ne serait-ce que pour le fait qu'il tienne l'équipe à bout de bras. Je vais vous poser une question provoque. Est-ce que c'est pas l'OM au final à la fois qui lui fait un bienfait puisqu'il l'a relancé entre guillemets après sa saison à Wolfsburg, mais le fait que ce soit entre guillemets, attention, que l'OM comparé au Barça, Manchester City, est-ce que c'est pas ça aussi un handicap? Mais bien sûr que c'est un handicap, c'est un gros handicap pour lui. Et en plus, la Ligue 1 est un handicap pour lui, puisque et c'est là qu'on voit l'intérêt de l'Europa League, justement, messieurs. Parce que les personnes qui demandent à ce qu'on s'économise en Europa League pour être meilleur en championnat, allez expliquer ça à Luis Gustavo. Je peux vous dire qu'il va vous renvoyer directement dans vos 20 mètres, comme disent les rugbyman. Il va vous dire, dégagez-moi de là. Les matchs d'Europa League sont diffusés dans le monde entier. Moi, j'ai une Coupe du Monde à la fin de l'année, je veux les jouer, les matchs d'Europa League. Et vous remarquez bien qu'ils les jouent tous, les matchs d'Europa League. Et c'est pour ça aussi. Selon mes calculs, il fait la Coupe du Monde 2014 au terme de sa première saison à Wolfsburg, normalement.
Oui. Il me semble. Donc, Wolfsburg, c'est pas non plus un cadre européen. Hein. bah voilà, donc. Ouais, mais si tu pars du Il y a- Bayern, tu vois. Il y a je voulais vous dire ça, mais je vois que Energizer l'a dit. Il y a du monde à son poste, mais est-ce qu'il y a un patron comme lui? Bah, Casemiro, c'est quand même pas mal, je pense. Non, non, Ah, lui, c'est un patron de jeu, mais un patron, Fernandinho, ouais, c'en est un. Mais moi, en fait, moi, je pense qu'il a le même problème que Thauvin, en fait, là. Et que les mecs qui sont devant lui, ils sont quand même assez installés en sélection. Lui, Ouais. il en est sorti. C'est Donc, ça il le peut y problème. revenir, Exactement. mais une fois qu'il est sorti, c'est un peu plus compliqué. Et C'est ça, Thauvin, le lui, problème. encore pire, il est pas rentré. FX, il a raison, je crois qu'il joue à Wolfsburg quand il est à la Coupe du Monde 2014, mais il a un passé en sélection avec le même sélectionneur qui lui donne une légitimité. Et là, c'est pas le cas. Tite ne l'a toujours pas sélectionné depuis qu'il a été nommé. Donc, c'est compliqué. Il a pas, je suis d'accord avec ça. Il lui manque cette expérience avec le groupe. Mais après, peut-être qu'une fois qu'il aura mis un pied dedans, s'il est sélectionné pour les matchs amicaux de mars, peut-être qu'il en sortira d'un autre plus. côté- Et je lui souhaite. On va Là, juste pas. là, on est D'un autre dans un côté, débat. d'un autre côté, s'il va pas à la Coupe du Monde, il se blesse pas à la Coupe du Monde. Hein, c'est bon pour nous. Oui, Tout à fait. Oui. tout ce Mais on est ouais. dans un débat trop avancé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont quand même envoyé des émissaires pour le surveiller. Donc c'est bon pour lui, c'est bon pour Et l'autre. je pense que son rapprochement avec Neymar est pas totalement, même s'il y a de l'amitié entre eux, étranger à ça. Hein, je le dis sincèrement. Oui, Je pense que oui. le fait de se rapprocher de Neymar, ça peut être une petite porte d'entrée pour lui aussi. Et bon, après, Thiago J'allais dire Silva, ça dépend du réseau, mais c'est ça. En plus, ça dépend aussi comment il s'entend avec les autres de la sélection. Ben, le Ouais, boss, c'est Neymar. Hein. je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. J'ai Ah, l'impression aussi. il y a Audley, il n'est pas d'accord avec toi, Bastien. Il dit que le Brésil, ils ont un patron pour le mental, c'est Thiago Silva. Très, très bon, Odli. Ouais. Donc, tu gagnes C'est bon. une écharpe Thiago Silva avec les larmes qui coulent aux extrémités, il n'y a pas de problème. On va passer au prochain joueur. Je suis désolé, on va un petit peu avancer. Hiroki Sakai, je vais te lancer René dessus. Très bon match. Non. Je- J'ai rien à Si. dire, moi, sur Sakai. T'as rien à dire vraiment? Non. Il doit Bon, jouer bah. contre Paris, moi je dis. Bon, Hiroki Sakai, je vais lancer quelqu'un qui a vu le match pour le coup. Donc, excellent match. Non, des- mais j'ai regardé le match, mais bon, voilà, il a fait un bon match, mais c'est toujours le même. Maintenant, il est en balance avec Sarr. Je pense Alors, il va être réduit j'ai jusqu'à la fin de l'impression- saison à devenir la doublure de Sarr, quoi. alors, je vais rebondir moi-même dessus, parce que je vais te livrer le fond de ma pensée. Hiroki Sakai, on est tous là à se dire c'est un très bon joueur, c'est un très bon guerrier, mais on le sous-estime encore, je trouve. Parce qu'au final, c'est quand même le mec qui a mis dans sa poche, il faut pas oublier cette saison, Neymar, enfin tous les arrières droits qu'on a pu nous proposer en face, tous, il n'y en a pas un qui sait que Hiroki a fauté défensivement parlant. C'est pas- Offensivement, je le C'est pas trouve que je même le mieux. sous-estime, Julien. C'est pas que je le sous-estime, c'est que Sarr, il est en train il marche sur l'eau pour l'instant, à toute proportion gardée, évidemment. Hein. Mais après, Mais par oui, rapport à ce qu'on aurait cru de lui il y a quelques mois, Alors- il marche sur l'eau. Et offensivement, il rapporte énormément. Donc, Moi je pense que malgré ça, Sakai doit être titulaire dimanche prochain. Parce que Ah oui, mais Bouna Sarr, d'office. Face à Paris, il est oui, parce que excellent Bouna Sarr, il va offensivement. ouais, il défensivement, ça va pas le progresse faire. énormément défensivement, mais regardez bien, il est souvent sur le fil du rasoir, ce qui est normal puisqu'il a des carences au niveau du placement et certaines fois il anticipe trop et la comme plupart un des buts joueur viennent de offensif. son côté aussi, hein. Faut Mais, pas se mentir, hein. mais il a des qualités physiques et d'explosivité qui lui font rattraper des coups. Regardez bien, des fois, il se rattrape avec un tacle glissé en bout de course, alors tout le monde Bah, applaudit. il est là c'est pour ça, hein, Bastien. magnifique. Bien sûr, mais tout le monde se dit c'est magnifique, il a fait un tacle. Mais il a fait le tacle pourquoi? Parce qu'à la base, il était en retard sur l'action. Et regarde bien Sakai, il tacle très rarement. Parce qu'il est très souvent bien placé, il défend Eh oui. debout. Donc moi, je pense que pour un adversaire comme Paris, je serais plutôt à mettre Sakai. Pareil. Et en- J'ai une question pour toi, Julien. Vas-y. Parce que, comme hier, tu étais au stade et tout, je te pose cette question-là. Est-ce qu'il y a un moment, tu te dis, ah bah oui, tiens, au fait, c'est vrai que ces derniers temps, on voyait Sarr. Est-ce qu'en gros, en fait, hier, il t'a pas fait oublier l'émergence de Sarr, tellement que la prestation de Sakai t'a paru évident comme super bonne? Moi, je me suis dit, c'est comme si je revoyais un collègue que j'avais pas vu depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est le plaisir de revoir Sakai à son poste. Et Un en peu plus que ça, moi, personnellement. Pour moi, j'ai revu une certaine évidence au point d'en oublier que ces derniers temps, Sarr était très fort. Et c'est que vers la 70e, en voyant une intervention de Sakai, je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'en fait, là, ces derniers temps, on était habitué à Sarr. Ouais, j'avais oublié à quel point qu'effectivement, à droite, il y avait cette évidence à ce poste. Et il a été plutôt Au-delà bon de sur ça, offensivement aussi. Ce qu'on est en train d'oublier hein, de manière générale dans le foot, c'est qu'un latéral il est là pour défendre aussi. On le valorise de moins en moins. Maintenant, Bouna Sarr, il rentre des grands ponts
Et on peut Exactement. tous les génies. Mais c'est vrai que moi, j'ai souvent dit que Sakai, c'était insuffisant offensivement. Mais c'est tellement bon défensivement et c'est tellement le plus important à ce poste-là que moi, ça me dérange pas. Après, Zempe, je sais pas si tu as vu, je te laisse la parole, mais je sais pas si tu as vu, il a souvent pris son couloir. Alors, quand il a centré, il a fait des pas trop mauvais centres en plus, mais quand il a pris son couloir, on l'a souvent, Thauvin a un petit peu perdu ses automatismes avec lui et il ne l'a plus servi comme avant, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais, ça, c'est un c'est petit peu dommage. J'ai pas fait spécialement attention, mais je veux bien te croire. Voilà. Puis c'est bien, c'est un problème de riche d'avoir deux mecs qui Exactement. battent pour une place comme ça, c'est plutôt bien. Ça fait un Bonne nivellement remarque. vers le haut et puis voilà, ça les pousse Surtout tous à les ce deux poste-là. bah voilà, ça les pousse tous les deux à se sublimer et puis c'est tout bon pour nous finalement. S'il Au était brésilien, il irait à la Coupe du Monde avec le Brésil, Sakai. Peut-être s'il était français, il y aurait une équipe de France aussi, hein, parce que Ouais. mon Dieu. Je t'ai pas posé la question, Bastien, parce que tu n'étais pas là la dernière fois. Après, on passe la partie, mais juste à toi, pas les autres, parce que j'ai déjà entendu votre avis. Est-ce que pour toi, Bounassar, il peut aller en équipe de France? Je dirais oui par rapport au fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde à ce poste. Après, il a quand même fait que 10 matchs, on va dire, de bon niveau à ce poste-là. Pour une Coupe du Monde, je trouve que c'est un peu court, mais bon, étant donné que c'est des postes sinistrés, pourquoi Ouais. pas, oui. Mais après, je vais vous dire Tu as employé sincèrement, le bon mot. comme ça, je mets fin au débat, parce qu'on parlait même de Luis Gustavo. En vérité, moi, je m'en fous de s'ils sont pris ou pas en sélection. Ouais, À part pour augmenter leur prix de vente, il n'y a aucun intérêt pour l'Olympique de Marseille. Comme disait René tout à l'heure, à part qu'ils se blessent, je veux dire, moi, à chaque fois que je vois les mecs rentrer en équipe de France, je me dis pourvu qu'ils se blessent pas, hein. Je suis tellement Mais voilà, focalisé sur mon Olympique que. c'est vrai. On en rigole ce soir, mais peut-être qu'au mois de juin, on rigolera beaucoup moins si on voit Thauvin se faire découper si jamais il va à la Coupe du Monde, quoi. on va avant. Ça, je vous laisserai. Ben, les gens dans le chat, dites si vous êtes plutôt d'accord avec Bastien et René dans le sens où vous êtes d'accord que la Coupe du Monde, au final, ça blesse plus des joueurs, c'est pas vraiment un intérêt, ou vous êtes content que le joueur va aller en équipe nationale. Nous, pour l'instant, on va avancer sur un sujet qui nous tient, je pense, tous à cœur. Oh oui. Donc il y a des choses à dire, on va essayer d'en dire le maximum dans le temps qui nous est imparti. Tout simplement, vous avez pu voir, vous avez pu entendre cette histoire, je vais juste faire un rapide exposé de la situation, mais comme quoi il devait y avoir un tifo, entre guillemets, financé par Netflix, donc le fameux tifo Netflix, tifo qui a été annulé dans des conditions, je vais y revenir, mais dans des conditions particulières, et qui ont été remplacées par des banderoles pour la LFP, du coup. Voilà, moi je vais te laisser d'abord la parole, Bastien, sur ce que tu as à dire là-dessus. Et ensuite, moi je vais essayer de remettre dans le contexte les choses que nous on a appris pour que les gens arrivent à se faire une idée concrète de la chose. Alors, oui, d'accord. Mais tu veux que je parle de quoi concrètement? Tu veux que je te dise mon point de vue sur ce qui s'est passé, Voilà, ou dis tu ton veux que point je de parle vue globalement sur de le la truc. relation des supporters cette saison? Parce Bah, qu'il y a beaucoup de choses à dire. Commence par ton ressenti sur ce cas-là particulier. Moi, mon ressenti, c'est l'image, il n'y a rien de grave. À part si demain tu me mets un logo Netflix en plein milieu du virage nord, sur un tifo financé par Netflix, ça me dérange. Mais en soi, il n'y a rien de vraiment grave. Là, on fait un problème. Alors c'est vrai que le supporterisme aujourd'hui doit représenter quelque chose de plutôt indépendant. C'est un mouvement assez indépendant et encore plus à Marseille. Donc, on ne veut pas être acheté par quelconque publicité, que tu t'appelles Netflix, Caramba ou je ne sais quoi d'autre. Alors là, on est d'accord. Après, il y a ce qui s'est passé derrière. C'est-à-dire, Netflix a proposé au groupe de supporters de faire un tifo. Il a proposé pas de financer l'intégralité du tifo, quand même, ça il faut le dire aussi, c'est une information. Ils ont proposé de financer la partie logistique, c'est-à-dire s'il y avait besoin de plus de papier que ce qu'en avaient déjà les supporters, la location des halls 1 et 2 du Parc Chano pour pouvoir préparer ce tifo. Donc c'est pas l'intégralité du tifo non plus, c'était quand même une belle somme. Bref, ce qui a été mal vécu, c'est que l'information est sortie. Il y a évidemment des gens qui se sont dit outrés parce qu'ils ont des idéologies, et je respecte toutes les idéologies, hein. Heureusement, hein, que dans la vie, il y a des gens qui ont des convictions, il y a des gens qui sont végétariens, il y a des gens qui se feront jamais acheter, il y a des gens qui sont corrompus, voilà, c'est le monde, c'est comme ça. Après, ce qui me dérange un peu plus, c'est qu'il y a des groupes de supporters qui étaient informés de la situation, et il y en a d'autres qui se sont un peu cachés derrière ça. C'est-à-dire, ils ont dit on fait un tifo commun, à notre sauce, un peu version Marseille, mais on ne dit pas que c'est pour la pub de Netflix.
Sauf qu'au final, l'information est sortie, ça a fait grand bruit, tout a été annulé au pied levé. Alors, je sais pas trop quoi en penser, mais après, le problème est plus profond, donc je vais laisser la parole à mes collègues. Et si on parle ensuite de la relation en général des supporters, j'aurais d'autres choses à dire. Ouais, mais ouais, en ouais. vrai, on fait du bruit pour pas grand-chose, à mon avis. C'est un truc qui doit se régler entre supporters. Moi, ma conviction, c'est que cette année, il se passe des choses avec la nouvelle direction et que ça fait péter les plombs à certains. Donc voilà, mais après, Tu c'est pas prêches un un énorme souci. convaincu en la personne de René, je pense. Je pense. Oui, Ouais. tu penses bien. Donc vas-y, FX, dis ton truc, après je raconterai l'histoire telle que nous on a entendu. Enfin, c'est à peu près la même chose que Bastien, mais avec 2-3 précisions. Vas-y. Bah, non, moi ça va être très court déjà parce qu'en fin de compte, moi j'ai eu des discussions donc avec des responsables de groupe. Le problème c'est que j'ai pas envie de parler en leur nom, Oui, tout oui, simplement. Je n'aurais pas demandé l'autorisation donc je le ferai pas. C'est au niveau du contenu du tifo en fin de compte. Il faut savoir parce que certains pensent carrément que Netflix serait apparu en papier. Non, pas du tout. En fait, compte c'était que l'inscription Marseille. C'était juste pour les épisodes de la saison de Marseille avec Depardieu et Magimel. Ils voulaient juste en fait faire un plan, pouvoir filmer le tifo avec marqué Marseille, un peu comme l'introduction de l'épisode 1 de la saison, de la première saison. Voilà, c'est tout. Il faut que les gens sachent qu'en fin de compte, voilà, il devait y avoir marqué que Marseille dans un tifo commun. Mais en aucun cas, on aurait vu Netflix apparaître visuellement. On aurait fait de la pub pour eux. C'était pour le tournage de la série uniquement. Voilà, donc le truc étant que, comme je l'avais dit, moi j'avais fait un tweet là-dessus, beaucoup de gens se sont enflammés sur Twitter parce que moi ça commence à me gaver que quand tout va bien, l'OM tourne bien, l'OM n'a pas de problème, n'a pas d'histoire, il faut toujours chercher la petite bête. Alors moi par contre il y a quelque chose qui me dérange et je vais expliquer pourquoi, je vais revenir sur l'affaire en général. Donc il faut bien savoir qu'à la base Netflix est allé voir donc l'OM par le biais de l'OM a demandé au groupe de supporters, les groupes de supporters ont dit non. Seulement au final, ils avaient eu un accord avec un groupe de supporters en particulier, à savoir donc, on ne va pas les cacher, les Yankees. Sauf que les Yankees, en fait, c'est là où ça me gêne réellement, sont allés voir les autres groupes, comme l'a dit Bastien, en disant venez, on fait un tifo commun, mais en n'expliquant pas que le fait était, on est en train de faire le tifo justement pour que ce soit filmé au final, pour Netflix. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'équipe s'est empressée de sortir un article là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait les Dodgers et les MTP qui étaient notamment en train d'aider à faire ce tifo-là. Et ils ont appris ça via la presse, donc par l'équipe. Ils n'ont même pas appris ça de la bouche de Tonini ou de quoi ou qu'est-ce. Ils ont appris ça par l'équipe. Quand ils ont appris ça, ils ont tout lâché, ils sont partis. Et du coup, comme les MTP en fait et d'autres supporters sont allés en gagner, ont carrément enlevé tout le tifo, etc., parce que ça commençait à faire grand bruit, voilà. Donc moi, ce qui me gêne, c'est plus ça, c'est le fait que un responsable de supporters, de club de supporters, pardon, ne dise rien et sous couvert de quelque chose fasse faire quelque chose contre le gré des autres personnes. Après, comme a dit très justement Bastien, et comme le dira, parce que je vais te donner la parole René, moi ça me dérange pas tant que le tifo n'affiche pas la pub en gros Netflix, tant que ça peut animer un petit peu le stade, que ça reste dans l'esprit Marseille, ça me dérange pas. Vas-y Ouais. René, toi tu voulais donner ton point de vue aussi. Tu veux que je dise quoi exactement parce que tout a été dit là en fait. Si tu as rien à dire, j'ai à dire. Mais pas- non, juste que voilà, je trouve que mais il y a beaucoup de gens il y a pas mal de monde qui avait réagi sur Twitter et c'est vrai qu'on a tous réagi à chaud et quand on a su ce qui se passait vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont fait marche arrière mais à mon sens le mal était fait. On avait encore tous rué dans les brancards et moi le premier, on avait tous rué dans les brancards parce qu'on avait entendu un son de cloche et moi ce soir j'ai quand même un petit sentiment d'amertume là-dessus. Je me dis qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose et que ce serait con qu'en ayant agi comme des capricieux, on fasse peur à d'éventuels autres investisseurs. Maintenant, je tire peut-être loin, hein, mais voilà, c'est dommage. On veut évoluer. Voilà, au niveau de l'argent, on n'a pas une manne financière comme Paris pour prendre une équipe de notre championnat. Donc, il faut qu'on aille le chercher ailleurs et ben voilà, il y a des idées qui germent et puis on casse les idées dans l'œuf, c'est un peu dommage. Le groupe Netflix est un groupe super puissant qui s'autofinance maintenant. C'est juste pour eux et la pub qui se fait. Ouais, mais bon, on a quand même en donné. France.
on a quand même donné une mauvaise image de nous sur le coup à d'autres investisseurs éventuels, je trouve. Ouais. Non, c'est mon avis. Moi, juste avant de te donner la parole, Gunther, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui se disent influenceurs de quelque chose, qui lancent un mouvement, les gens le suivent à fond, ils réfléchissent même pas à ce que ça peut engager, parce que j'ai l'impression, moi, surtout que tu as la direction qui cherche désespérément à faire du pognon pour pouvoir être en accord avec le Faire FPF. évoluer le club, à rentrer dans une Mais nouvelle. oui, ère, mais tout tu es simplement. obligé de générer, que ton club génère plus d'argent, parce qu'à un moment donné, on va réclamer des recrues, mais ils pourront pas venir. Mais moi, j'arrive à... Alors, attends, je peux répondre à Montada parce que je savais bien qu'on allait me lancer là-dessus. Ben oui, je dis l'inverse que j'ai dit pour la Chine parce que Netflix c'est pas la Chine et que je me suis expliqué aujourd'hui sur Twitter. La Chine, j'ai beaucoup de griefs sur eux pour plein de choses en partie, pour plein de choses en général. Et ici, c'était différent. Donc oui, je tiens pas le même discours. Il faut savoir, Remontada, que René tag absolument tous les restos chinois dans la rue. Il déteste ça. Vas-y, Gunther. Non, moi, du chien, quoi. J'ai un coup de gueule pour un truc tout bête, parce qu'à chaque fois qu'il y a un débat, on n'essaie pas de voir, on n'essaie pas de pousser la réflexion plus loin. Moi, je suis désolé. Justement, là, on essaie de le faire. Non, mais pas à nous, le talk, dans la mentalité des gens, et même là, tu vas voir. Pousse. Non, mais je suis désolé. Quand tu vois fort. que les réflexions qu'on fait auprès de la direction, parce que la com, ils abusent, ils nous mentent et tout ça, et que même entre les groupes, ça se ment. Moi, je suis désolé, il y a un gros souci. Déjà, j'en peux plus que les groupes vis-à-vis de leurs supporters, c'est pas transparent, on ne comprend pas. Si tu fais pas partie du noyau dur, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Même tu arrives au stade, voilà ce que je disais. Tu arrives au stade, les fanas là, bon, c'est les fanas là cette fois-ci, mais c'est pas assez. Ils avaient préparé un papier où c'était bien écrit ce qui allait se passer, les revendications, comment tout allait bien se dérouler. Tu arrives, tu sais ce qui va se passer. Forcément, le tifo et tout ça, ça va mieux se passer. Je ne comprends pas. Il y a un gros problème de communication, de pédagogie dans nos virages. Et je rêverais de pouvoir en parler avec les groupes de supporters parce que je pense vraiment qu'il faut se remettre en question sur plein de trucs. Là, Gunther, je partage ton avis. Il y a un truc que je comprends pas, et même quand j'étais un peu dedans, entre guillemets, je comprenais pas. C'est ce côté, on veut garder les choses secrètes. Notamment, moi, j'ai participé au tifo des 20 ans des MTP. Il fallait que tout soit secret. Rien ne doit sortir. On ne doit pas dire qu'on avait préparé ça, que ça représentait ci. Alors, dans l'idée, je peux comprendre que tu n'as pas envie d'être spoilé ou de te faire copier si tu joues le dimanche, que le vendredi, tu te fasses copier par les supporters de Rennes ou de Saint-Etienne. Ok. Mais après, là où Gunther a raison, c'est qu'à un moment donné, il faut t'ouvrir aux gens. Tu dis, les gars, c'est plus possible. On prépare quelque chose de grand, voire de très grand. Venez, les volontaires, nous aider au local, on vous paye un coup à boire, j'en sais rien. On ne divulguera pas la teneur de ce qu'il y a, mais on prépare quelque chose. Oui, il va y avoir un tifo. Ouais, mais tu teases, toujours tu là, fais du teasing. le secret, il faut pas que ça sorte. L'effet de surprise, ça fera encore plus de bruit. Non, mais les mecs, à un moment donné, c'est plus possible. Là. C'est plus possible. Il y a des Twitter, il y a des Instagram, il y a des machins. Tout le monde a 2 téléphones aujourd'hui. C'est plus possible ces choses-là. Soit on fait comme Gunther a dit, c'est-à-dire on est clair avec nos adhérents et nos membres, ou soit on fait rien, mais on le dit, on fait rien. Voilà. Je vais aller dans ton sens. On est très conservateur en fait. J'ai l'impression il y a un gros. Si on voulait faire un parallèle avec la politique, je dirais qu'à l'OM on est plutôt conservateur qu'autre chose. On veut pas trop se moderniser, quitte à faire une balle dans le pied. Français, ça. Mais faut qu'on avance un petit peu, vas-y, Fix. Pour faire vite, en fin de compte, le seul tifo qui a été annoncé 15 jours à l'avance, c'était le fameux tifo de 2015 contre le PSG. Ça s'est su de tous qu'on ferait une des choses les plus énormes. Et à l'arrivée, c'est le tifo sur lequel on se saigue le plus et qui fait le tour des réseaux, oui. Le tour de tout. Et les vidéos, donc à la rigueur, vaut mieux que ce soit connu et que ça on en prenne plein la gueule parce que ça va dans nos attentes plutôt qu'effectivement de faire du mystique. Et à l'arrivée, on ne sait pas et on s'organise mal. Je vais vous donner une dernière anecdote sur ce que disait Gunther parce que c'est très très vrai. Vous vous souvenez quand les fanatiques avaient été IDS, les Yankees et la assez vieille garde, moi je me suis retrouvé à voir des petits vieux venir de je sais plus trop où, mais en dehors de Marseille, abonnés aux Yankees. Les Yankees n'avaient pas prévenu leurs adhérents qu'ils étaient interdits de stade. Alors tu vas me dire ouais mais tout le monde le sait parce que... Mais non, tu as des vieux, ils écoutent pas forcément la radio toute la journée et tout. Ils ont dit on n'a même pas reçu de mail, on n'a rien reçu. Donc Gunther a raison, il y a une vraie manque de communication des groupes avec même leurs abonnés,
et ça commence à saouler en ce sens-là. Ça, je suis entièrement d'accord. Faut le dire aussi. Voilà, c'est. Oui, non, mais c'est vrai. Et après, alors, là, j'aimerais qu'on aborde d'autres soucis parce que aussi là, maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire sur les groupes en négatif, mais il faut dire aussi qu'il y a il y a des gros Oui, problèmes bien avec sûr. le club et qu'ils n'arrivent pas, alors, pour des raisons diverses, c'est-à-dire ils n'arrivent pas, peut-être parce qu'ils sont pas assez bien organisés ou peut-être parce que c'est pas possible, mais ils n'arrivent pas à mener tous les combats, on va dire. Mais le combat numéro un, actuellement, il est avec la direction de l'OM. Il se passe des choses qui sont il se passe des choses, quoi. Donc après, chacun donnera son avis là-dessus, mais si vous voulez qu'on en parle, moi j'ai un avis très tranché là-dessus. Il se passe des choses en ce moment avec les supporters et pas que des choses qui permettront ce qu'on aimerait tous, c'est-à-dire une unité dans le stade. Mais j'ai l'impression, Bastien, de ce que tu dis, parce que c'est vrai que il faut pas taper que sur les groupes. Il y a beaucoup de choses. Les groupes, voilà, ça fait vivre le stade, etc. Il y a beaucoup de choses de bien. Mais comment te dire? Ok, ils doivent mener un combat, mais ils doivent s'adapter à un moment donné. Parce qu'actuellement, le stade n'appartient pas encore à l'OM, mais à McCourt, mais quand ça le sera, si eux-mêmes veulent protéger leur groupe et leur mode de vie, entre guillemets, ils vont devoir faire des concessions à un moment donné. Tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils Tu les peux. ont fait sur les abonnements, ils les ont fait sur les ventes de places. Alors après, vous voulez qu'on mette les pieds dans le plat, on peut le faire. Là, on va passer à un autre sujet, mais qui me tient aussi à cœur, parce que les groupes, là, on va parler plutôt. Bah, si parce que les Bastien a groupes des ont trucs raison. à dire, il le dit, ça peut, Ah ouais, être, c'est ça peut être intéressant. intéressant. Vas-y. Alors, rapidement, Ben, vas-y. ben, lorsque il y a eu tout ce ramdam autour du tifo Netflix, il y a quand même des gens qui sont venus me parler à moi sur Twitter en me disant ouais, mais parce que j'étais le premier et tweet à la pluie, vous pouvez remonter ma tweetline à dire arrêtez de vous enflammer, attendons de voir, ça sert à rien, on n'a même pas la moitié des infos, arrêtez de vous chauffer pour C'est rien. certain. Et je l'ai dit de suite, hein, c'est le premier tweet que j'ai publié lorsque j'ai su l'information. Et donc, on est venu me voir après en me disant ouais, mais lorsque c'est l'OM qui propose des choses, ça a dit non par fierté, parce qu'ils leur ont enlevé les abonnements, ils leur ont enlevé leurs petits privilèges et tout. Ça, il faut dire aux gens que c'est faux, ces choses-là. L'Olympique de Marseille n'a proposé qu'à une seule reprise depuis que McCourt est propriétaire d'aider les groupes de supporters sur les tifos. C'était lors du OM PSG de cette saison. Ils ont proposé ça 15 jours avant le match. Donc c'est très compliqué déjà de s'organiser 15 jours avant un match pour un tifo qui aurait pris les 2 virages et la tribune gagnée. Ensuite, ils ont proposé une tifo. Deuxièmement, ils ont proposé une tifo infaisable, parce qu'ils avaient un projet de tifo, mais comme les 2 virages ne sont pas pleins, de fait que toutes les places ne sont pas vendues, eh ben, c'était infaisable, parce qu'il y avait trop de trous, le tifo n'aurait pas eu un bon rendu. Donc les gens sont restés sur, ils ont refusé, mais vous croyez qu'ils ont refusé pourquoi? Ils ont étudié quand même, ils n'ont pas dit, non, on ne veut pas discuter avec vous, l'Olympique de Marseille. Ils ont dit, qu'est-ce que vous nous proposez? L'Olympique de Marseille a proposé quelque chose avec une aide financière. Ils ont dit, mais attendez, c'est dans 15 jours, ça va être compliqué à mettre en place, et en plus, c'est infaisable. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit non. Il ne faut pas non plus dire que c'est des benets, les patrons des groupes de supporters, Exactement. et qui sont là que pour dire non, juste par contestation. Des fois, ils ont des raisons de dire non aussi. Donc, ils sont pris dans ce truc de l'OM nous prend un peu pour des jambons dans certaines situations. Et puis, il y a un dernier truc. Jacques-Henri Hérault ne défend jamais les supporters dans la presse. Ça, c'est ce qui gêne le plus, je pense. Il a fait une interview marquante cette saison, c'est la fameuse interview de l'équipe où il parle des pénaltys de Lyon et des pénaltys de l'OM. On va dire que c'était son combat. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. On boit tes paroles. Voilà. Mais il n'a jamais fait aucune sortie pour défendre les supporters de l'Olympique de Marseille. Dans l'affaire Patrice Evra, il s'est mis à dos certains supporters en disant qu'il allait avoir des sanctions. Alors je veux bien qu'il y ait des sanctions, mais tu ne le dis pas. Voilà, tu ne le dis pas, tu es président de l'OM, tu règles ça avec tes supporters. Ensuite, dans l'histoire des abonnements, dans l'histoire, comme je dis, où il a stoppé les ventes de places, alors que tous les patrons de groupes de Virage Nord ont dit c'est une bêtise, parce qu'il y a des mecs qui viennent de loin, qui viennent parfois pour un seul week-end et qui aimeraient aller en virage plutôt qu'en tribune pour vivre l'expérience des virages. Il a dit non, catégorique, parce que lui, il veut vendre ses places business à gagner. Et ensuite, dans toutes les histoires d'interdiction de huis clos partiel, alors qu'on soit d'accord ou pas, je m'en fous. C'est vrai qu'il faut plus de fumigène dans le stade, mais qu'on soit d'accord ou pas, je m'en fous. Tu dois prendre la parole et tu dois dire moi, je veux mes supporters dans mon stade, je veux qu'on ouvre un dialogue avec la LFP, j'essaye de mettre en place des choses pour qu'il n'y ait plus de fumigène. C'est compliqué, ça fait seulement 1 an que je suis là, mais je veux mettre en place un dialogue avec la LFP pour qu'on trouve une solution avec d'autres sanctions ou avec des fumigènes encadrés, mais je veux mes supporters dans mon stade. Est-ce qu'on entend dire ça? La réponse est non. Alors moi, Jacques-Henri Hérault, je lui trouve beaucoup de qualité, mais je trouve que sur ce dossier-là, il est très pâle. Et il est responsable aujourd'hui de ce qui se passe. Parce que lorsqu'on allume des fumigènes en contestation avec la LFP, on est aussi en contestation avec l'Olympique de Marseille. Et ça nuit
nuit à l'unité de nos virages, à l'unité de nos supporters. Oui. On voit bien parce que sur Twitter, ça s'enflamme très vite contre les supporters sans avoir la moitié des éléments du dossier. Alors voilà, je suis désolé, j'ai un peu accaparé la parole, mais c'est des choses qu'il faut dire, ça. Non, mais tu le fais bien parce que vas-y. J'ai une question pour Bastien. Tu n'as pas connaissance ouais, je ne sais pas comment ça se passe, mais quand il y a des réunions entre les présidents de groupe et la direction, est-ce que tu n'as pas des infos sur les avancées, si éventuellement il y a un rapprochement qui se fait, ou si c'est toujours aussi froid qu'au début? Parce que c'est vrai que ce que tu dis, il n'y a jamais eu de geste de héros envers les supporters. Non, et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... Moi, j'ai l'info, René, si tu veux. Qui germent de ça. Ouais, dis-moi. J'ai une info, c'est que ce que disait aussi, attention, ce que disaient aussi certains présidents, enfin patrons de groupe, en gros, contrairement à l'ancienne direction, si le groupe de supporters veut prendre contact avec l'OM, ils ont toujours quelqu'un qui s'adressait. Donc il y a quand même cette volonté de discuter, on va dire avec les groupes, mais plus, comme dit Bastien, plus dans le sens de caresser un petit peu dans le sens du poil et pas vraiment de défendre son supporter. C'est ça qui est un peu gênant entre guillemets. Mais j'ai une question sur ça vraiment et après on en finira là-dessus. On devait parler des fumigènes de la LFP, mais on ne va pas avoir le temps, je suis désolé. En gros, Bastien, Oui. est-ce que tu penses pas que JHE, vraiment cette histoire de rentrer à la Ligue aux côtés, d'être entre guillemets même sponsorisé par Olas, est-ce qu'à un moment donné il n'a pas dû montrer patte blanche? Alors oui, il y a de ça, mais tu peux également, ça existe dans certains clubs, avoir un double discours, c'est pas interdit. Même si ça Ouais, fait, tu peux dire à la LFP, bon, regardez, moi je suis de votre côté, les mecs, je veux interdire de stade mes supporters qui utilisent des fumigènes, mais par contre, à un moment donné, je suis président de l'OM, le club le plus populaire de France, et un des clubs les plus populaires d'Europe, je peux pas faire des déclarations où je défends la LFP parce que sinon, moi, je perds mon poste. Et tu fais des déclarations, comme disait René, tu tends la main à tes supporters, à un moment donné, ça n'a pas été fait. Il y a ni de double discours, ni de discours d'un côté de la LFP, il n'y a aucun discours. Et ça, c'est un problème, ça. Quand on fait une réunion en début de saison où les supporters sont convoqués avec le nouveau directeur de la sécurité, Thierry Aldebert, avec Dimitri Payet, Steve Mandanda et je crois un ou deux autres joueurs, et que les supporters se demandent pourquoi il n'y a pas Rudy Garcia, et que Rudy Garcia répond « Moi, je ne trouve pas l'utilité d'avoir parlé aux supporters, je ne fais pas ce métier pour rendre des comptes aux supporters ». Alors, je comprends la position de Garcia, mais là aussi, héros, tu peux l'entendre. Et que ce soit en off ou dans la presse, mais en off, tu peux dire aux supporters « Bon, les gars, Rudy, je le tiens, la prochaine réunion, il sera là parce que c'est moi le boss, c'est moi qui décide. » Il l'a pas fait. Encore une fois, son absence de mots crispe encore plus les supporters. Et c'est pour ça. Et là, on est en train de rentrer dans un bras de fer, entre guillemets, moral, et qui va nuire à l'unité de nos supporters. Parce qu'on a les responsables qui ont tous les éléments, et qui ont aussi une part de responsabilité, qui ont leur tort. Je ne dis pas qu'ils ont raison sur tout. Attention, qu'on s'entende bien, je ne suis pas là pour dire les supporters ont raison sur tout. Mais moi, je suis là pour vous dire que la plupart des gens qui parlent sur Twitter et sur d'autres réseaux n'ont pas tous les éléments que ces gens-là ont. Il faut savoir que ces gens-là, en quelques mois, ils ont... Et voilà, mais il faut continuer à le dire, il faut le marteler, parce que ces gens-là, en quelques mois, ils ont vu des abonnements plus à leur responsabilité, des places en vente qui n'ont... Alors, peut-être que ça leur faisait des ressources pour leur groupe ou de ressources pour eux-mêmes, on s'en fout ça, entre guillemets, on s'en fout. Mais ils ont vu des choses qu'ils avaient depuis des années se faire enlever. C'est comme si toi, demain au travail, on t'enlève des acquis que tu as depuis des années. Tu peux pas réagir bien. À un moment donné, tu demandes des explications. Ils n'ont pas d'explications, ils n'ont pas de main tendue, ils n'ont rien. Donc, il y a des réactions qu'il faut tempérer parce qu'on n'a pas tous les éléments. Je suis pas là, moi non plus, j'ai pas tous les éléments, mais de ce que j'ai, moi, je suis là pour vous dire que il y a des torts des deux côtés. Et Jacques-Henri Hérault, sur ce dossier-là, il n'est pas blanc-blanc. Ma réponse. Et c'est pour ça que tu as maintenant aujourd'hui les groupes de supporters qui te parlent de la volonté du président. Ils vont même jusqu'à dire, et moi je pense qu'ils n'ont pas totalement tort là-dedans, ils disent que la volonté du club c'est de faire disparaître ces groupes de supporters sous 4-5 ans. Voilà. Ben non, ils veulent pas les faire disparaître, mais ils veulent les façonner à leur manière. Ouais, voilà. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, je veux bien qu'on parlait de ça avec Gunther tout à l'heure. Je veux pas qu'on tombe dans l'extrême, genre on est des supporters des années 90, on communique pas, on veut pas que les tifos ils sortent.
d'accord, le temps il évolue, ça peut plus être comme ça. Mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans la caricature de supporters des années 2012. C'est-à-dire avec le smartphone, qui vient 2 heures avant le match pour manger des pop-corn salés. Non, c'est pas ça non plus. À un moment donné, on est à Marseille, les mecs qui viennent, ils font l'apéro devant le stade, ils rentrent, ils crient leur trip, ce qu'ils ont envie de crier, que ce soit contre nos joueurs, pour nos joueurs. C'est ça aussi Marseille. Il faut aussi garder une certaine tradition, même s'il faut également aller avec le temps qui avance. Mais je ne dirais pas qu'ils veulent les faire disparaître, mais je dirais qu'ils veulent les façonner à leur manière. Et moi, je pense que je vais être clair pour terminer. Si aujourd'hui Jacques-Henri Hérault fait une réunion, mais il ne le fera pas malheureusement, mais si aujourd'hui il fait une réunion en disant bon les mecs, plus de fumigène, s'il vous plaît, plus de fumigène, parce que je ne veux pas qu'on ait des sanctions, des amendes et tout. Par contre, je vous aide sur tous les déplacements européens et français jusqu'à la fin de la saison. Je prends votre défense dans les médias. Et surtout, je vous finance un tifo commun pour le match de Lyon. Eh ben, je te dis qu'à Lyon, tu as un tifo qui pète exceptionnel comme celui de Paris il y a 2 ans. Mais il ne le fera pas. Et en plus, il peut même commencer, parce que si les gens veulent vraiment les fumis et compagnie, parce qu'ils disent que ça fait partie du spectacle, on a vu qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place pour avoir des choses légales. Julien, justement, pourquoi il n'y a pas une concertation sur ces nouveaux fumis là qui apparemment sont sans parce danger. Que ça doit être accepté par la Ligue, je crois déjà. Ouais mais c'est bien, la Ligue, elle joue aux gendarmes à taper sur les supporters. Mais c'est ce que je voulais qu'on dise après, mais on n'a vraiment pas le temps, les gars. Avec la répression, il y a aussi la discussion. Ils sont pas là pour être répressifs, ils devraient être là aussi pour discuter et pour dire on n'accepte pas ça. Par contre, il y a un nouveau système qui existe. Allez-y, essayez-le, on fait des tests. Tu sais quoi, juste pour finir, FX, est-ce que tu as un mot à dire sur la Ligue, ce que toi tu trouves aberrant, est-ce que tu es d'accord avec ces messages-là? On va finir là-dessus et après je donnerai la parole à Zempe qui n'a pas parlé depuis longtemps sur la prochaine partie. Vas-y. Sur les messages qu'on a vus hier? Ouais, surtout, est-ce que tu penses, toi, ton intime conviction sur la LFP? Non, j'ai pas envie de parler d'eux. J'ai envie de parler de ce que j'ai vu hier. J'ai vu un Vélodrome à l'unisson. On était tous en amont, on était tous soudés, la ferveur à l'ancienne. D'ailleurs, le match finalement, il a peut-être été mieux que la réalité aussi parce que le Vélodrome était quand même assez bouillant. On a vu des superbes animations. Voilà, c'était hier, il y avait un folklore, il y avait la fierté ultra. J'ai eu cette sensation-là et surtout ce qu'ont fait le CU avec marqué il faudra compter sur la ferveur ultra. Je veux dire, j'étais fier d'être dans ce stade hier soir parce que ce sont aussi mes principes et qu'hier, mes principes ont été mis clairement en avant avec on va le dire, avec un fuck à la LFP monumental. Et on a été pratiquement 60 000, bon j'exagère, mais voilà, à être exactement dans le même état d'esprit hier. Hier, c'était Marseille, tu vois, c'était tout ce qu'on aime de ce club, ça a été l'excès, voilà, et avec excès et une unisson. On leur a dit d'aller se faire foutre, grosso modo. On va peut-être le payer, mais au moins on leur a dit, on leur a fait, quoi. Ouais. C'est dommage qu'on puisse, parce que là, les gens, vous savez que dans le chat, les gens réclament un débat beaucoup plus long, mais j'ai pas le temps. Ma femme va me tuer si ça dépasse trop, donc on va éviter. On pourra faire une émission sur la chaîne YouTube. On va réfléchir par contre à faire une émission bien cadrée, bien complète avec toi, Bastien, si tu veux revenir, parce que tu es vraiment très plaisant à débattre sur le sujet, je pense. Avec plaisir. Voilà, où on parlera que de ça. Un capot ou un responsable de groupe. Ouais, voilà. On essaiera de voir ça avec tous les points de vue possibles et d'en faire une émission, parce que à Marseille, il faut savoir que voilà, on est des supporters très spéciaux, comme le disent certains capots, il n'y a qu'à Marseille que tu vois ça, et je trouve que faire une émission où on parlerait que de ça, déjà tu n'as jamais vu ça ailleurs, je pense, et ça pourrait faire plaisir à beaucoup de monde, voilà. Donc on y reviendra, je suis vraiment désolé les gars, on va passer, et sur ce sujet, on fera une vidéo YouTube, on vous le promet, pas tout de suite, mais dans le plus rapidement possible. Zempe, je vais te lancer maintenant sur le prochain sujet. Donc, on est de retour en Europe, Braga OM. Sachant que tu as la double confrontation pour Paris qui arrive, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu penses qu'il faut mieux assurer le coup, mettre l'équipe type et faire sortir très rapidement, ou faire complètement tourner? Voilà. Un peu à l'image de nos matchs de poule, essayer de remanier l'équipe, de faire tourner un petit peu, en essayant de laisser des joueurs capables de se qualifier, quand même, ça serait pas mal. Mais bon, on a eu un 3-0 à l'aller. Moi, je vais peut-être être... il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais je ferai quand même beaucoup tourner dans ce match-là. Sur nos 4 cadres que j'estime qui sont
Thauvin, Payet, Gustavo et Rami, j'en laisserai peut-être qu'un. Par contre, j'aurais mis NG, tu vois, sur la Germain à la place d'NG et NG à la place de Lopez. Peut-être Sanson un cran Je l'ai mis plus bas devant, NG. et Lopez en 10. Ouais, mais je l'aurais mis à droite, moi. Ah, d'accord. Ouais. J'aurais soit pas Camara, soit pas Zambo, peu importe, mais voilà. Mais un seul cadre sur les 4 pour faire souffler un maximum. Parce qu'en fait, j'ai envie de jouer les 2 matchs contre Paris à fond, de pas sacrifier même. Je vois pas mal de gens qui disent la Coupe de France, on peut peut-être faire tourner, c'est pas grave si on sort, se concentrer sur l'Europa League, les championnats, tout ça. Moi, j'aimerais bien quand même parce que si tu sors Paris de la Coupe de France, tu as quand même une grosse chance de titre et que ça ferait plaisir d'avoir un titre. Donc voilà, ce match-là, pour moi, à 3-0, tu dois être capable de pouvoir mettre une équipe en faisant beaucoup tourner qui va se qualifier. Donc je ferai comme ça. Ouais, je vais faire un calcul très simple. On va complètement occulter le 3-0 de l'aller. On va se focaliser que sur toutes les fois où on a fait tourner l'équipe bis. En fait, on n'a jamais pris de bouillon. D'ailleurs, même l'équipe titulaire n'a jamais pris de bouillon cette année. Donc, je pense qu'on peut faire confiance à une rotation parce que les antécédents le prouvent. On peut faire confiance à ça. Donc, faisons tourner. Je pense que les risques sont minimes. Quitte à perdre. Hein. Ouais, je vais te reposer la question. Du coup, Zempe, le match de Braga au retour, bon, je pense pas qu'il y a besoin de trop s'étendre, mais juste sur le fait que, est-ce que tu penses réellement qu'on n'a pas nos chances contre Paris, et même, alors à la limite, même si on perd, bon, on a quand même 6 points sur Lyon, ça va, mais est-ce qu'on n'a pas nos chances au moins en championnat contre Paris, étant donné que eux, ils ont quand même la tête au Real, qu'ils jouent le Real pas très longtemps après nous avoir joué en double confrontation. Est-ce que c'est pas le moment? Voilà, j'ai envie de te le dire. problème, moi, en essayant d'être objectif le plus possible, parce que bon, j'y crois et j'en rêve de gagner Paris au Parc, c'est que le problème, ils n'ont pas de match européen cette semaine. Donc ça, c'est quand même vraiment, ça change beaucoup de choses, parce que nous, ça s'enchaîne 2 fois Paris, d'affilée à 3 jours et tout, c'est compliqué. Donc, sachant qu'ils sont à 17 matchs, 17 victoires avec plus de 2 buts d'écart chez eux, ça va être très compliqué, mais je pense qu'il y a moyen de prendre un des 2 matchs et je pense qu'ils vont mettre le paquet sur la Coupe de France parce qu'ils ont besoin de gagner tous les titres et qu'en championnat, ils ont vraiment un matelas, même s'ils ne vont pas se laisser prendre au Parc, évidemment, en championnat. Mais je pense que le problème aussi, c'est que le match aller, ça leur a fait mal à l'orgueil. Ils ont envie d'effacer tout ça et que si tu n'y vas pas avec une équipe à 100%, et 100% c'est vraiment le minimum, ben, tu n'as vraiment aucune chance de les battre chez eux. Donc, on peut prendre un match, mais je pense qu'il va falloir tout mettre sur un match et que tu n'en prendras pas 2, quoi. Ouais, je pense comme toi. Bah, c'est clair que si on en prend déjà un, c'est beau. Hein. Ouais, si tu en prends un, c'est déjà beau. Et si tu n'es pas ridicule dans le deuxième, c'est pas mal aussi, je pense. Voilà. On sera pas ridicule, je crois. Juste petite info, donc René nous l'a mis. Enfin, pas au sens propre du terme, bien sûr, mais il nous a mis sur le chat en off. La formulation catastrophique, sublime. Donc il a mis comme quoi le contrat de De Vrij, donc le défenseur de la Lazio, ne serait pas renouvelé. Donc du coup, ça pourrait être un bon coup à penser à l'OM, sachant qu'on en parlait, je crois, cet été. Voilà. Petite info au passage, on verra si c'est possible, si c'est pas possible, on verra. On va passer donc à la dernière partie. Questions-réponses, questions des auditeurs et nos réponses. Sur le hashtag, Gunther me dit qu'il y a pas, il y a des questions, mais c'est en rapport avec la compo du match. Vous avez déjà répondu en fait. Donc on y a répondu. Il y a juste Energizer qui demande si vous êtes plutôt Campos à gauche et Payet en 10 ou Payet à gauche et Sanson en 10 contre Paris. Voilà, et est-ce que vous avez des questions sur le chat? Parce que le reste, on y a déjà répondu au final. De toute façon, Energizer, il est banni, hein, on lui avait dit. Non, mais toi, tu te tais, sinon c'est toi que je vais bannir. Ah, tu menaces en public, c'est bien. En tout cas, contre Paris, moi, clairement, je vois pas le match sans Campos. Pour moi, il est indispensable parce qu'il n'y a que lui qui est capable de faire ce qu'il fait devant en termes de pressing, d'impact. Mais il est obligatoire. Même, quand ça défend compact et sans erreur en face, ben, lui, il peut créer des brèches parce que physiquement, il y va, il crée des décalages. Et même malgré sa maladresse, et je pense qu'il est tout simplement indispensable. Et en fait, si tu veux, c'est un peu le choix. Si tu joues avec Sanson en 6 et Payet en 10, tu peux avoir Payet et Sanson sur le terrain. Sinon, tu es obligé de sacrifier soit Zambo, soit Ocampos en fait. Et du coup, moi, si je devais même choisir entre les deux, je prendrais Ocampos pour être plus solide, carrément. Mais en plus, sachant qu'Ocampos peut te faire très largement dégoupiller un joueur, tu l'avais à l'aller. Hein.
Et il est énervant dans son jeu, surtout dans son pressing, tu sais. Ah ouais. C'est un petit peu je sais pas si tu vois, le petit frère au quartier qui perd le ballon et qui te met des petits croche-pattes en douce derrière pour le récupérer, tu vois. C'est un peu le mec insupportable, mais tellement nécessaire dans une équipe. Comme toi, quoi. C'est ça, ouais. Calme-toi. Il y a une équation super simple avec Paris. C'est simple, c'est que toutes les équipes cette année qui ont dit qu'ils les ont envoyés se faire foutre et qui ont accepté d'aller au duel et aller les presser pour les emmerder, Paris n'a jamais gagné. C'est aussi simple. Oui, bah tu Non, l'as mais tout à fait. Tout à fait, mais là, de toute manière, les gars, faut pas oublier que 10 jours après, ils ont un petit match retour contre le Ça, Real il va Madrid, être qui est un peu le match de leur Non, saison. mais Donc, si tu il leur faut mets leur des rentrer peines dedans, dès et puis le début, c'est tu leur tout. rentres dedans, ils vont commencer à Voilà. se dire pétard, j'ai pas envie d'être blessé pour le match contre le Real. Donc, de toute On a manière, il faut leur absolument rentrer rien à dedans. perdre, hein. Exactement. Et comment dire. Alors juste parce qu'on est quand même dans la partie question-réponse, les gars. Je vous rappelle qu'on avait changé un petit peu la formule. On prend les questions beaucoup plus tôt maintenant. Alors du coup, maintenant on n'a plus de questions à la fin. C'est un petit peu embêtant. Hicham en pose une très bonne, là, justement. Qu'est-ce qu'il a dit? La 3e place était le qualificatif pour Ligue des Champions. Alors, mais ça, on sait pas encore. On sait pas. On doit Sous condition. Il y a- On doit attendre Sous le vainqueur condition. de l'Europa League et le vainqueur de la Ligue des Champions. Voilà. Et Ils sont déjà qualifiés, eux, en Ligue des Champions par le biais de leur championnat. Dans ce cas-là, notre place serait directement qualificative. sinon, mais il y a quand même le système de la nouvelle formule. C'est-à-dire, il y aura plus de 2 tours préliminaires, il me semble. Il y aura plus qu'un tour. Et surtout, on n'ira pas rencontrer des équipes espagnoles et compagnie. On va rencontrer des mecs plutôt vers l'est, un peu partout, quoi. Ah, ça devrait bien se passer. La Belgique, ah bah non, on va pas en Ligue des Champions. Il y a Remontada qui pose une petite question troll. J'espère que c'était troll. Vous préférez battre le PSG et faire comme Lyon, perdre tout derrière, ou perdre pour puis gagner tout? Ah bah, à ton avis. Non, c'est pas troll, il a raison. C'est On une va, évidence, on va là, lui, j'espère. on va lui répondre simplement. C'est qu'on s'est octroyé un bonus de 6 points sur Lyon, donc on peut se permettre de perdre et continuer à enchaîner derrière. Je pense qu'on a tous fait faudra son les plan battre chez nous de comptable toute hier. façon. Alors, Là-dessus, pour finir, il y a Doc Pepper qui propose on pète Neymar et Mbappé avant le Real et en échange une ristourne sur Marcelo pour l'été prochain. J'aime beaucoup Doc Pepper, moi. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ce gars-là. Ouais, Bon, il est top. Voilà. Mais pas besoin de Barcelone, à ma vie. Voilà, et voilà. Ouais, très bonne réponse. Bien joué, Gunther. Tu n'auras pas de maillot dédicacé dans ma vie, sauf si tu pleures sur Twitter comme la majorité des gens. Donc, du coup, moi je pense qu'on a fait un tour plutôt complet. On a même encore un petit peu dépassé, mais c'est mieux niveau timing. Moi, je vous remercie de votre fidélité, en tout cas les auditeurs. Je vais vous parler juste rapidement de nos 2 partenaires, à savoir le site OM Passion, où vous pouvez retrouver tout ce qui est attrait au monde des ultras sur leur site, ainsi que beaucoup de statistiques, de choses qui concernent l'OM. N'hésitez pas à y aller. Et surtout Exafoot aussi, donc le compte ExafootFR sur Twitter, où vous pourrez faire le championnat des pronostics. Notre représentant Zempe, tu es combien à l'heure actuelle? Est-ce que tu fais la remontada un peu? Là, je suis 5e. J'ai pris des points là, avec ce match de Bordeaux et je suis ex aequo avec pas mal de monde. Il y a juste le représentant de Saint-Etienne qui a un peu décollé. Je crois qu'il a mis 4 points, pas tout le monde, mais sinon, c'est serré. Bravo Florent. Bien joué, Florent. Donc du coup, N'hésite pas à venir demander le conseil en DM quand même des fois. venez, n'hésitez pas. Bon, le replay sera disponible dès ce soir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Likez la chaîne YouTube. Allez sur les sites partenaires que je vous ai cités avant. Et nous, on va remercier vraiment Bastien et on va se faire cette vidéo spéciale supporters et club de supporters. Voilà, c'est toujours un plaisir de te recevoir, Merci à vous, les gars. Ouais, un plaisir partagé. Merci à vous. Il n'y a pas de quoi, et à la prochaine, et continuez comme ça. Vous savez que moi, je soutiens toutes les initiatives marseillaises dans ce monde et même après. Merci. Allez, moi, je vous dis bonne soirée à tous.